Jean-Marie, 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 Jean-Marie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous au seuil d'une bataille, de plusieurs batailles, dont vont sans doute dépendre l'avenir de notre pays. Mais avant tout exposer, je voudrais préalablement profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire mon affection, mon amitié, mon admiration à notre ami Bruno Gollnisch, qui symbolise d'abord 30 ans de combat commun, mais aussi l'illustration de deux qualités qui me paraissent à moi essentielles et qui constituent d'ailleurs la devise de la Légion étrangère que j'ai servie, honneur et fidélité. Bruno a été un pilier du Front National et le reste, et le restera. Et je lui rends un hommage particulier pour avoir trouvé ce qui n'est pas si simple, un remplaçant de qualité en la personne de notre ami Guido, qui je pense ne fera peut-être pas oublier Bruno, mais en tous les cas se substituera à lui avec beaucoup d'élégance et d'efficacité. Je voudrais dire aussi à Bruno, auquel me lie des liens quasi familiaux, dirais-je, l'affection que je porte à Setsuko, son épouse, à sa gentille famille et à sa charmante maman, que j'ai le plaisir et l'honneur de connaître. Cela dit, mesdames et messieurs, nous sommes réunis déjà depuis un moment. Je vais m'efforcer de ne pas vous ennuyer et je voudrais tout de même ajouter à l'exposé historique que vous a fait notre ami Bruno Gollnisch un récit de ce que furent non pas les 40 années du Front National, mais les prémices. Car avant tout accouchement, il y a de l'amour, bien sûr, et une relation. Alors je dois vous dire que l'idée du Front National remonte au moins plus de 15 ans avant sa naissance. Et nous avons subi un certain nombre de fausses couches, il faut le dire, provoquées par nos ennemis, par nos adversaires, et quelquefois par les trahisons des uns ou des autres. D'abord, c'est à mon retour d'Indochine que je suis devenu, en 1956, c'est pas hier matin, député au sein du mouvement Poujade. Le mouvement Poujade était un mouvement de commerçants et d'artisans extrêmement puissants, qui était né comme certains mouvements dans notre pays, qui malheureusement, n'ayant pas les supports logistiques de la durée, eh bien, s'épanouissent et disparaissent. Ce mouvement, pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait 15 000 adhérents dans le département de l'Hérault et 2 journaux de 400 000 abonnés chacun, l'Union et Fraternité française. Mais Pierre Poujade n'a pas su ou pu faire la synthèse entre un mouvement syndical d'artisans et de commerçants et le mouvement politique aurait justifié la présence de ces 53 députés à l'Assemblée nationale, dont je fus d'ailleurs, pour des raisons qui seraient trop longues d'exposer ici, le représentant et l'orateur principal et presque le chef de groupe en quelque sorte. Et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que le mouvement Poujade ne déboucherait pas sur un mouvement politique conquérant, parce que je ne croyais pas dans la possibilité du mouvement RPF, créé par le général de Gaulle, d'incarner l'unité nationale qu'il avait, il faut bien le dire, mise à mal
à plusieurs reprises. Et non plus, ne croyez pas aux modérés, que j'ai pourtant côtoyé en 1958 au sein des indépendants, beaucoup de personnalités courageuses et talentueuses, mais je dirais que dans la modération politique, il n'y avait pas d'espérance de reconstruction d'un pays qui était sorti de la guerre 10 ans auparavant, tout de même en état assez faible. Après les échecs de la Troisième République, la guerre, une libération qui n'avait pas réconcilié les Français, hélas. Et donc j'avais eu l'idée de faire déjà le Front National. Et comme je pensais, comme il y avait beaucoup de combattants, beaucoup d'anciens combattants, de la Deuxième Guerre mondiale, d'Indochine et puis plus tard d'Algérie, j'avais fait le Front National des combattants, pensant que ces combattants seraient en quelque sorte l'élite civique qui allait permettre d'encadrer le sursaut national. Ce mouvement Front National des combattants a été dissous par le gouvernement en 1958. J'ai immédiatement fait le Front National combattant, lequel lui a été dissous dans des barricades d'Alger en 1960. Et ne me décourageant pas, j'ai fait le Front National, car je suis breton et têtu, le Front National pour l'Algérie française, lequel a été dissous lors du putsch des généraux en 1961. Et je ne me décourageais pas pour autant, et bien que le camp national soit en pleine déroute à la suite de la défaite de l'Algérie française, qui avait vu d'ailleurs notre élimination du Parlement en 1962, mais appréciant l'initiative qui venait d'être prise de l'élection du président de la République au suffrage universel, j'y voyais un moyen de rassembler tous les éléments dispersés de la mouvance nationale. Et je fondais à ce moment-là le comité pour l'élection du candidat d'opposition nationale à la présidence de la République. Je commis une erreur, c'est de faire désigner un garçon de talent, mais dont peut-être le moral n'était pas à la hauteur du talent. C'était Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui a été candidat et qui, le soir de son élection, qui devait se retirer après, car le but de ce comité était de fonder le Front National. Objectif, 100 000 adhérents dans 100 fédérations. Eh bien, le jour de l'élection présidentielle, nous avions plus de 100 000 adhérents dans 100 fédérations, mais le soir même, Tixier-Vignancourt se désistait pour François Mitterrand, sans demander l'avis de personne, et plus grave encore, fondait un petit parti, l'ARLP, l'Alliance pour les Républicaines, pour les Libertés et le Progrès, pour négocier avec Le Canuet 5 investitures aux élections législatives. Malheureusement, c'était un homme de la Troisième République, il en avait gardé les inconvénients et les faiblesses. Il n'était pas à la hauteur de l'espoir qu'on avait mis en lui, l'espoir consistant d'ailleurs à ce qu'il se retire. Est-ce que nous puissions fonder le Front National? De nouveau, tout repartait pratiquement à zéro. Et il faudra attendre 1972 pour que nous puissions de nouveau essayer de lancer, après la mort de Georges Pompidou, de lancer un mouvement, en tous les cas la maladie de Georges Pompidou, lancer un mouvement national susceptible éventuellement de provoquer le redressement de la France. Et c'est avec quelques amis et les jeunes d'ordre nouveau, mais qui n'allaient pas rester. Et Georges Bidault, qui lui d'ailleurs, c'est peut-être aussi ça, la droite nationale était déjà partie parce qu'il y avait l'Ordre Nouveau, et l'Ordre Nouveau partait parce qu'il voulait rester Ordre Nouveau et ne voulait pas, pensait diriger une opération, ce que je ne pouvais pas accepter à partir du moment où j'avais été désigné comme président. Donc nous sommes partis pratiquement de nouveau, comme ici à Lyon, avec une poignée de gens. Et je dois dire que jusqu'à 83, nous avons, comme dans le désert, avec le chameau, traînant le chameau derrière nous, jamais sur son dos, quelquefois même le portant sur nos épaules, eh bien nous avons traversé la traversée du désert pendant 10 ans, de 72 à 83. Et il faudra tout à l'heure
Bruno l'a rappelé, 81, où nous n'avons pas pu nous présenter, je n'ai pas pu me présenter aux élections. Donc j'ajoute à ce qu'il a dit que 100 députés, 100 soutiens, 100 maires gaullistes qui s'étaient engagés se sont retirés le même jour, me laissant en quelque sorte sur le sable et dans l'incapacité. J'avais fait la campagne pendant un an, mais au moment de déposer les signatures de maire, je n'en avais que 430, quelque chose comme ça, d'autant que le petit parti politique créé par l'extrême droite avait lui aussi une cinquantaine de signatures qui évidemment me manquaient. Bref, cela c'était le passé, et puis nous avons marché, 83 des élections municipales de Paris, où je deviens conseiller d'arrondissement, dans le 20e arrondissement de Paris, puis Jean-Pierre Stirbois, au mois de septembre, remporte une grande victoire, une grande belle victoire à Dreux, où il fait 16 ou 17% des voix. Moi-même en Bretagne, dans une partielle législative, je fais 12%, et l'attention de l'opinion se tourne vers nous en disant tiens, il y a un phénomène nouveau, quelque chose se passe, n'est-ce pas? Et il faudra attendre donc les élections européennes, dans lesquelles Bruno a rappelé qu'il avait accepté d'être dernier de la liste, alors qu'il était déjà un universitaire éminent et connu, et faisant, il faut bien le dire, tout à fait sciemment le sacrifice de sa carrière universitaire. Il eût été sans doute peut-être promu au plus haut, destiné dans cette profession, mais il a fait mieux depuis, puisqu'il a été quand même pendant longtemps, et il est toujours député du Front National, ce qui est irremplaçable quand même. Bruno est élu depuis 89 et me dispute en quelque sorte la longévité parlementaire, puisque en ce qui me concerne, il y a bientôt 30 ans, il y aura bientôt 30 ans que j'ai été élu député européen, et que je pense l'être encore, parce que je ne voudrais pas leur faire le cadeau du doyenat de l'Assemblée. Vous savez que lors de la dernière Assemblée, ayant la crainte que je sois le plus âgé, ils avaient changé le règlement et qu'ils voulaient que ce soit le doyen d'âge qui préside la première session et fasse un discours. Et ils avaient tellement peur de ce discours, surtout depuis qu'ils avaient entendu celui de notre doyen Autant Lara, le cinéaste célèbre, qui avait fait un discours particulièrement vigoureux, que pourtant Bruno, à ma demande, avait contribué à polir un peu. Il avait éliminé un certain nombre de rugosités particulières, mais il faut dire que nous avons été donc éliminés. Je n'étais pas le doyen, je suis seulement le vice-doyen. Et ça me peine. Je voudrais bien être le doyen, à moins que d'ici là, je ne sais pas, en Slovénie, ou je ne sais pas, en Finlande, il arrive à trouver un vieillard encore plus vieux que moi, qui pourrait prendre ma place. Néanmoins, je pense que je suis encore une assez bonne locomotive, et que je pourrais tirer la liste de cette circonscription, puisque dans le fond, vous faites partie de la circonscription dont je suis le député européen. Bruno, lui, c'est le Grand Est. Moi, c'est le Grand Sud-Est. Le Grand Sud-Est qui comprend la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et Rhône-Alpes. Bon, par conséquent, vous êtes mes électeurs. J'espère que vous le serez encore, et dans des circonstances qui peut-être auront de quoi vous séduire encore un peu plus. Et ça, c'est un petit secret de fabrication que je me réserve. Nous sommes dans une phase conquérante. Malgré les obstacles qui sont dressés sur notre route, et en particulier celui qui consiste à user et abuser du terme d'extrême droite, et de jouer de la confusion, de l'amalgame qui peut être fait entre des groupuscules dont certains sont parfois manipulés par les services de police politiques. Nous sommes accusés, vous savez bien que chaque fois qu'il y a un événement maléfique,
on parle tout de suite de l'extrême droite. À Boston, les journalistes français ont dit ah bah, c'est probablement l'extrême droite, peut-être un peu la Al-Qaïda, mais surtout l'extrême droite. Ce sont des Tchétchènes musulmans et qui ne passent pas tout à fait pour des gens de droite. Bon. Et tout est d'extrême droite, n'est-ce pas? Y compris, je pense, le tremblement de terre en Chine, c'est aussi un tremblement de terre d'extrême droite. Chaque fois qu'il est possible d'essayer de nous mettre sur le dos une qualification d'extrémisme qui épouvante, comme on le sait, les Français, et en particulier les dames, puisque je constate que quand j'étais candidat à la présidence, j'avais un déficit assez lourd de suffrage féminin par rapport au suffrage masculin, alors que Marine pratiquement équilibre. Il y a autant de femmes que d'hommes. Elle est sans doute moins redoutable que je n'apparaissais aux yeux des gens, car en politique n'existe que ce qui paraît exister. Or malheureusement, nous n'avons pas les moyens de communication, les moyens d'information, les moyens financiers considérables de nos adversaires pour pouvoir présenter de nous l'image la plus exacte. Mais les Français ont fait tout de même l'apprentissage de la réalité et se sont rendus compte dans les dernières années que ce que nous disions, que nos analyses n'étaient pas extrémistes, qu'elles correspondaient à une réalité aujourd'hui tangible, dont ils pouvaient se rendre compte eux-mêmes dans leur vie quotidienne, et que les solutions du Front National n'étaient pas extrémistes ni absurdes. Et de là, une adhésion qui s'est manifestée lors des élections présidentielles, quand Marine a approché 18%, et qui aujourd'hui, dans les sondages de simulation qui sont faits, le premier étant Marine à égalité avec Hollande, tandis qu'on donnait 30% à M. Sarkozy, mais qui n'est pas candidat, et on sait très bien que quand les gens ne sont pas là, ils sont tout de suite beaucoup plus populaires que ceux qui sont sous le feu des projecteurs. Mais à la vérité, je pense très sincèrement, ce n'est pas pour vous encourager particulièrement, mais je pense que s'ouvre pour le Front National une phase historique dont va dépendre d'ailleurs le sort de notre pays. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous le dis très sincèrement. Entre le désastre et la France, il n'y a plus que le Front National. Il n'y a aucun espoir à fonder sur les partis politiques de la décadence. Pourquoi feraient-ils demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire quand ils ont eu le pouvoir, les uns et les autres? Je pense que le Parti socialiste va sortir déchiqueté aux prochaines élections et qu'il va perdre probablement la maîtrise qu'il n'a acquis. D'ailleurs, je me permets de vous le rappeler, que par l'attitude stupide et criminelle de la droite. Car dans la logique politique de l'élection à deux tours, au premier tour on élimine, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. On se regroupe, et la gauche se regroupe nonobstant toutes les divisions, les attaques réciproques. Seule la droite a posé contre le Front National un arrêt d'ostracisme en disant jamais on ne s'unira ou on ne s'alliera au Front National. Or, il est vrai que l'UMP et le Front National faisaient à peu près partout la majorité. Et par conséquent, il ne devrait pas y avoir de socialistes au pouvoir nulle part. Or, ils sont au pouvoir partout. Et on peut accuser directement la droite UMP d'être responsable de cet état de fait. Je dois dire d'ailleurs que dans l'exécration que j'ai des milieux politiques français, je déteste plus la droite que la gauche. Bravo. Car la gauche, d'ailleurs, je l'ai souvent dit,
quand j'évoquais, je vais le faire tout à l'heure, le problème de l'immigration, je disais, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés, vous devez en vouloir exclusivement aux dirigeants politiciens de gauche et de droite qui sont payés pour vous défendre, que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. Et dans ce domaine, que la gauche mette en œuvre les idées de gauche, qui sont stupides, ben c'est assez banal ça. Mais que la droite, qui se prétend avoir des principes, qui devraient lui donner une ligne, une rectitude, une droiture, j'ai tenté de dire, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Par conséquent, sa responsabilité est plus lourde. Et on doit être plus sévère avec la droite que l'on est avec la gauche. Je ne fais pas ici la liste des scandales qui ont illustré l'histoire de la Ve République. Mais je vous conseille, vous pouvez aller sur Wikipédia, il y a l'exposé des scandales de la monarchie, c'est 4 lignes, je crois, les scandales de la Troisième République, c'est 10 lignes, les scandales de la Quatrième République, c'est 15 lignes, et les scandales de la Ve République, c'est 200 lignes. Ben, c'est pratiquement, ils se succèdent les uns aux autres. Nous sommes dans un système de concussion généralisée, d'interpénétration de réseaux mafieux, maçonniques, politiques, etc., qui fait qu'il n'y a aucun espoir que ces gens-là puissent un jour participer autrement qu'individuellement, éventuellement, au redressement de notre pays. Or, le pays connaît une descente qui va aboutir aux enfers. En Grèce. C'est clair. Sur la Grèce. Voyage en 2 secondes. Je voudrais vous en pas besoin dire de faire des milliers de mots, kilomètres pour y parce aller. que l'actualité pousse, et c'est normal, la direction du Front National a privilégié ce qui est le plus sensible à l'opinion, c'est-à-dire les problèmes sociaux, les problèmes économiques. Mais Parce que la gauche, c'est un carotte de sont raison. beaucoup plus essentiels, beaucoup plus importants. Pratiquement tous les problèmes français peuvent être résolus avec des efforts, avec des sacrifices, avec une volonté, une cohérence. Oui, il n'y en a qu'un seul qui ne peut pas être résolu s'il persiste dans la direction dans laquelle il est engagé, c'est celui qui est causé par l'immigration massive de notre pays. Dans ce domaine, la responsabilité de la droite et de la gauche est tout à fait partagée. Ils ont suivi la même politique. Et pour ne donner qu'un exemple, M. Sarkozy a naturalisé, c'est-à-dire fait des Français, fussent-ils de papier, 750 000 pendant ces 5 ans de mandat. Et 750 000 naturalisés. Et il a laissé rentrer à la cadence ordinaire plus il a laissé rentrer que Jospin. De la même manière que j'avais dit que Chirac serait pire que Jospin, il a été pire que Jospin. Mais Sarkozy aussi a été pire. Ces gens-là ont absolument suivi, je ne sais pas quel mot d'ordre mondialiste, qui consiste à supprimer les frontières, à ouvrir les pays, et en particulier l'Europe, parce que les autres pays se défendent. Ah oui. Et l'Europe, elle, est livrée sans défense. On a supprimé ces frontières, les conséquences en sont immédiatement perceptibles. D'abord sur le plan économique, nous ne sommes pas en mesure de lutter contre la concurrence étrangère de pays qui n'ont pas les mêmes coûts de production que nous, qui n'ont pas les mêmes règles sociales, environnementales, fiscales. Et c'est vrai que la poupée que nous faisons nous pour 20 €, eh bien les Chinois la font pour 4 €. Et par conséquent, ils la vendent mieux que nous, et à la place de la nôtre. D'où fermeture des entreprises ou délocalisation. Dans les deux cas, le résultat en est un chômage aggravé qui pèse sur les finances publiques et qui plombe littéralement l'avenir français. Ces frontières laissent aussi passer pratiquement librement, de plus en plus librement. Car tout à l'heure j'avais des confidences d'un policier qui m'accompagnait à l'aéroport et il m'a dit
vous savez, il n'y a plus d'expulsion. C'est fini, c'est terminé. Pratiquement maintenant, et il m'a dit une chose qui doit attirer votre attention, il m'a dit, Non, je conduis, moi. maintenant ces gens-là, 9 sur 10, Pas me péter un nous jour. envoient sous les roses quand on s'adresse à comment dire, la police française n'est pas respectée parce que le gouvernement ne la fait pas respecter. Oh, il y a des discours. On met toujours un socialiste un petit peu plus présentable que les autres, comme l'est aujourd'hui M. Valls, mais qui a bien du mérite, puisqu'il est français depuis 20 ans seulement. Il est un espagnol naturalisé, mais pourquoi pas? Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les étrangers soient au service de la France. Et je prends l'exemple d'ailleurs chez nous, en Front National, Marie-Christine Arnaudu, qui n'a pas une goutte de sang français, puisqu'elle a un père roumain et une mère italienne, Mon Dieu. patriote, je peux vous dire, indiscutable. Bon, par conséquent, on peut être étranger ou d'origine étrangère, et beaucoup d'anciens espagnols, italiens, portugais, polonais ou autres sont des Français indiscutables et des patriotes indiscutables. Mais il est vrai aussi que l'arrivée massive d'une immigration étrangère, d'une nature différente, d'une civilisation différente. Housse de couette, C'est sûr que l'immigration tête d'oreiller, tête traversin. est un phénomène Tête traversin. que l'on croit exclusivement nord-africain ou L'homme, la africain. femme, tous la robe, c'est même pas qui est la femme et l'homme dans le couple. Mais pas exclusivement. C'est bon, ça. L'immigration dans notre pays est planétaire. On vient de partout. Et je vais vous dire pourquoi. Oh, nous n'en sommes là qu'au début du Qu'est-ce qui se marie, la femme ou l'homme? L'homme, peu importe, on est pareil. On est Gwyn. Combien y a-t-il d'immigrés qui sont entrés en France dans les 40 dernières années? Pas loin de 1 milliard, L'INSEE, dont on sait bien qu'elle ne nous fait pas de fleurs, 20 millions, elle dit 12 millions, 24 12 millions. millions. 24 millions. Moi, dont la plupart ne sont pas travailleurs, puisqu'ils sont entrés dans un pays qui était déjà en proie au chômage. Ils sont entrés et ils sont pratiquement avec le statut d'assistés. Azouz Begag, ancien ministre, dit lui qu'à son avis, il y a 20 millions de musulmans en France. Et il y a déjà, vous le savez, vous le pressentez, vous vous Comme en les drops. doutez, Je mise 250 000 euros, ça répond où 24 les millions. Français d'origine ne sont plus majoritaires. Je suis Marseille, pas sûr qu'à Marseille, 10% de Français. il y ait maintenant une majorité d'origine française. Alors, est-ce que cela va changer? Oui. Pourquoi? Pour une raison facilement Ah, compréhensible. c'était RL là-bas. Le phénomène mondial le plus important du XXe siècle n'a pas été la marche sur la Lune ou l'invention du téléphone portable, mais l'explosion démographique du tiers-monde. Cette explosion démographique a conduit la population mondiale à passer en 150 ans de 1 à 7 milliards d'habitants. Mon Dieu. Je sais pas Et compter. va la conduire dans les 30 ans qui 6 viennent 997 à 9 999. milliards. Ouais. Mais dans le même temps, la production des biens de consommation n'a pas suivi la même pente. Par conséquent, la différence qui existe entre les deux chiffres a créé un précipice de misère et de pauvreté qui est allé en s'approfondissant et en s'élargissant. Il est évident que beaucoup de ces populations sont au bord de la mort physique. Un exemple. La Grèce. L'Égypte, où il y a 90 millions d'habitants sur un territoire grand comme la Bretagne, Mon Dieu. c'est le delta du Nil, le reste C'est une du fourmilière. désert. Et on ne mange pas les pyramides en sauce. Voilà. 90 millions d'habitants, revenu moyen par famille, $1 par jour. Mon Dieu. Eh bien, on survit, semble-t-il, avec $1 par jour, au-dessous, non. C'est-à-dire que comme ce pays ne cesse de s'appauvrir, le nombre de sa population d'augmenter, eh bien tout naturellement, c'est le chaos et la révolte. Il n'y aura même pas besoin de la présence des Américains, comme en Afghanistan et en Irak, pour mettre le chaos, il s'installera de lui-même, si j'ose dire. Encore que les Américains y ont tout de même un peu prêté la main, comme ils l'ont fait d'ailleurs
dans le reste du monde maghrébin, du Maghreb. Et en particulier, nous avons prêté la main. Parce que je ne sais pas si les enquêtes vont démontrer que M. Sarkozy a reçu des fonds très importants de M. Kadhafi pour sa campagne électorale. On parle de 50 millions, c'est une routine. Mais ce qui est certain, c'est que si ça a été le cas, eh bien M. Kadhafi a été bien mal payé de retour, puisque il est très clair que c'est l'armée française qui, aux ordres de l'OTAN et des États-Unis, a cassé l'offensive de Kadhafi contre les djihadistes dont le foyer principal était Benghazi, ce que tout le monde savait. Donc c'est la France qui a sauvé les djihadistes de Benghazi. Comment expliquer que dans le même temps, on fasse la guerre aux djihadistes dans le nord Mali? Ah ben ça, ce sont des contradictions de la politique socialiste. Mais ça, ce sont des contradictions qui ne se résoudront pas facilement. C'est vrai? Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les courants migratoires, les flux migratoires, qui ne vont pas se borner à ceux qui viennent vers l'Europe. Mais pourquoi viennent-ils vers l'Europe prioritairement? C'est parce que alors que dans le monde, il y a une explosion démographique, en Europe, ou même dans ce que j'appellerais l'espace boréal, qui va de Brest à Vladivostok et qui comprend l'Europe de l'Ouest, les pays slaves, la Russie et la Sibérie, eh bien il y a une dépression démographique. Ces pays-là ne font pas assez d'enfants pour renouveler leur population. Et c'est le principe, vous savez, le principe physique des vases communicants. En France, on si le passage entre les deux vases n'est pas contrôlé, comme peut l'être par des frontières, surveillées et défendues, eh bien, les niveaux ont tendance à s'équilibrer. Je vais vous donner une anecdote. J'étais l'autre jour, il y a quelques semaines, en Tunisie. Ah, ma mère, oui, Le Pen, il peut aller en Tunisie, oui. Il n'est pas mordu, personne.